Jungle. Oh shit, it's time for the featuring podcast, bro. Hey, c'est Driver, bienvenue sur le podcast featuring dans lequel je recevrai un invité spécial à chaque épisode. Rappeur, producteur, DJ, beatmaker, homme de l'ombre. Une vraie conversation d'1 heure remplie d'anecdotes comme tu les aimes. Et ça, je te le garantis. C'est clean. Featuring your favorite rapper's favorite podcast. Bienvenue dans Featuring le podcast Featuring. Pourquoi ? Parce qu'on est toujours en featuring avec quelqu'un et aujourd'hui nous sommes en featuring avec quelqu'un que j'apprécie beaucoup déjà, avec quelqu'un qui a marqué le rap français, quelqu'un qui marque toujours le rap français. Trêve de suspense, je suis avec Rof. Rof, comment vas-tu ? Au top. Ouais, content de te recevoir. Ah, le plaisir est partagé, mon frère. Voilà. Tu vas raconter ton parcours, c'est ce que tout le monde fait ici et sache que ici on adore les anecdotes. Donc, on veut un maximum d'anecdotes. Et voilà, cool. Et tu n'es pas venu tout seul ? Ouais. Tu peux nous dire qui sont ces deux personnes qui t'entourent ? Autour de la table, on a Chilpé, un petit frérot, Ok. qui est là, qui nous accompagne depuis 15-20 ans maintenant, Ok. entre le 9-4 et le 7-8. Mhm. Et mon petit frérot, A2L, Alain de l'Ombre, Mhm. Vitry-sur-Seine, Robespierre, Ok. ex-membre de TLF, Ouais. et qui est toujours là. Ok, très bien. Bon, on va commencer par le commencement ici. Le commencement, c'est ta rencontre avec le monde du hip-hop, le rap ou autre chose, peut-être une autre discipline. Comment t'es tombé sur le hip-hop et quelle discipline c'était ? Alors, ça a commencé pour moi en 1988-89, quand je regardais l'émission HIP HOP. Sydney. Voilà, j'avais 10-11 ans, je crois. Mhm. Et puis, arrivé à Vitry-sur-Seine, je suis tombé sur les anciens qui breakaient en dessous les halls, tu vois, avec les postes cassettes. Normal. Puis, t'avais les groupes de la ville aussi, tu vois. Chaque groupe avait ses danseurs. Ouais. Et puis, voilà, j'essayais de les imiter, faire de la hype, tout ça, tu vois. Ok, t'as commencé par la danse alors ? Ouais, on a commencé par la danse, Ok, un peu comme tout le monde, je pense. Ouais, cette époque-là. Puis, il y avait la MJC de Vitry aussi. Tu voyais KGB, le groupe de Road Lion, Ouais. qui s'entraînait pas mal aussi dedans, avec tous les groupes de Vitry à l'époque. Ok. Il y avait d'un côté les anciens qui allaient voir Public Enemy à Beaubourg. Mhm. On les suivait. Ok. Et on avait aussi un DJ, DJ Dost, qui était le DJ des systèmes créatifs. Et nous, on était un peu leur junior, on va dire, avec le 113. On n'était pas encore 113, on se faisait appeler DSF à l'époque. Ça voulait dire quoi ? Détenteur du savoir-faire. Ok. Ouais, mais ça, c'est bien les noms des début des années 90, c'était comme ça les noms. Ouais, dedans, il y avait Rimka, AP, moi, Mokobe. Ok. Il y avait Abdoulaye aussi. Et Lou Marie, même au départ. Lui, il est parti, il est rentré au Congo. Donc, si tu veux, on avait quel âge ? 12 ans. Ok. 12, 13 ans. Puis, j'étais en 6e, 5e, comme ça. Puis, je commençais à gratter des textes dans les fonds de cahier, tu vois. Mais comment ça devient ça ? En écoutant les groupes de Vitry, voilà. GM. Ok, ouais. Parce que faut dire, il y a une grosse école de rappeurs à Vitry. C'était un vivier du rap à l'époque. Avant ta génération à toi, il y avait beaucoup de rappeurs à Vitry. Et comme on avait quand même un grand animateur de radio qui s'appelait Lionel D. Exactement. À son âme. Voilà. Qui gérait Radio Nova avec Dynasty. Et puis, on était fiers de ça, tu vois. Toi, à ce moment-là, Lionel D, tu le vois passer ? Je le vois passer, ouais, on le voit passer de temps en temps, mais bon, on était des mineurs. Ouais. Non, mais je te dis ça parce que moi, à la même époque, j'écoute Radio Nova, mais il n'y a pas Internet, tout ça, nous, on ne connaît pas sa tête. Non, on écoutait Radio Nova dans les cassettes enregistrées, nous. Voilà, mais vous savez que Lionel D, c'est lui. Ouais, on savait, parce que moi, je commençais à traîner dans la ville. Ok. Et je commençais à me mélanger déjà à des plus grands que moi. Et on le voyait passer, il était à Cousy, Cité Cousy. Ok. Et à la MJC de Vitry aussi, il passait, donc tout le monde se croisait à Vitry, en fait. Ok. Sauf que nous, on devait lever la tête pour les regarder. On était trop petits, tu vois. Normal. En allant au collège, on les croisait. Donc les EGM, les Timides sans complexe. Little MC, ouais, Mafia Underground. Bon, c'est devenu Mafia Underground après. Voilà, on regardait Rapline comme tout le monde. Voilà. Donc, les clips de Renégat, tu vois. Ouais, quand vous voyez les grandes chez vous. Voilà, on regardait aussi les gars de Sarcelles, Minister Hammer, regardait NTM, Radaya, tout ce qui jouait à cette époque-là, tu vois. Ok. Donc tu te mets à gratter. Je me mets à gratter, et la première fois que j'essaye de rapper,
La toute première fois, je me souviens, c'était sur Fuck the Police. Ah ouais, direct. The NWA. NWA et aussi PMD. Ok. De la soul aussi. Hey, how you doing? Ouais. Et ça. Et j'ai essayé de placer mes phrases dessus. Ok, tu vois, garder leur flow. Garder leur flow. Voilà. Voilà, tu vois. Ouais, mais c'est une école. C'est une école, en vrai. Et je crois, en 1 minute, c'était réglé, tu vois. J'ai capté direct le flow, puis j'ai commencé à kiffer cet exercice, tu vois. Ok. Et puis, il nous fallait nos cassettes. Donc, on en a des fois DJ Dust, qui était le seul babtou de la cité, qui était DJ, tu vois, qui habitait dans son grenier, dans une maison, tu vois. Ouais. Nous faisait des cassettes. Ok. Il avait plein de disques et tout, machin. Il était vraiment à la page. Même du rap anglais, même il y avait Silver Bullet, je sais pas si tu te rappelles, King B. Gunshot. Tous ces trucs-là. Jamalski. Ouais, on se mettait tout ça. Voilà. De ouf. Et donc, moi, je commençais à prendre goût à la technique. Ok. Et en plus, on écoutait aussi de la dancehall, du raga, ce qui était Buju, Capleton, tous les trucs. On allait dans le sound system, il y a Rod Lion qui nous ramenait quand on était petits, parce qu'il nous voyait à la MJC. Donc, et on allait à Espace Peuplier, Boulevard Masséna. Tous les gros sound systems. Les sound system coupe-gorge qui se finissaient au coup de fusil à pompe. On était là, nous. On avait 14-15 ans, on n'avait pas le droit de sortir de. Pendant que d'autres, ils n'avaient pas le droit de sortir de leur cité, nous, on suivait, nous. On rentrait dans des soirées, frère. Les gens, ils se disaient, qu'est-ce qu'ils font là? Ils sont pas au lit, eux. On était là. Ça captait, coup de fusil à pompe. On voyait les rastas avec des gros joints et tout, des 9 feuilles, frère. Des 9 feuilles. Et vas-y, on était partout. T'avais partout et le bordel, on était. Ok. Et on a aussi assisté au concert de Naughty by Nature à l'Élysée-Montmartre. C'est le premier concert de rap américain où je vais, c'est celui-là. Bah, j'étais là. J'étais là aussi, c'est un truc de ouf. Naughty by Nature, ils ont chanté au pipi. Et j'étais comme un dingue. C'était un truc de ouf. Il y avait aussi Team Dog Orex. Ouais. Quand ça coursait dehors et tout. Nous, on était là, nous. Attends, c'était pas à l'espace Ornano, Team Dog? Team Dog, c'est le Grand Rex, non? Je crois que c'était à l'espace Ornano. Espace Ornano. Parce que Stomy Bugsy ouais, était venu. Si, c'est Ornano. Il était venu avec un t-shirt NWA et il jetait des frics. C'est Ornano. C'était Ornano. C'est Ornano. Ouais. Il y a eu aussi Redman à la Cigale. Ouais, j'étais là aussi. J'étais là. Avec Das FX. J'étais là avec Das FX. Il y avait Mafia Underground. Il y avait Mafia Underground, ouais. Je me rappelle, il y a un mec qui s'est mangé un coup de pompe par Redman. Je me rappelle, un coup de Timberland. Tu te rappelles ça? Je me rappelle très bien. C'était chaud dehors après. On a assisté à plein de concerts comme ça. Tu vois. Ok. Et tout ça, là, vous le faites en équipe. Tu vois, tu me dis, tu commences à écrire. Directement, tu dis, il me faut un groupe ou tu te dis, je vais être solo? Franchement, je me suis laissé un peu entraîner par les liens d'amitié, t'as vu? Voilà. Et puis, à un moment donné, il a fallu aussi trancher parce qu'il y a eu un choix à faire parce qu'on était 4-5 au départ. Ok. Et plus ça allait, plus les groupes, tu vois, plus, voilà, il y avait de moins en moins de membres dans les groupes, tu vois. Donc, ça donnait des duos, limite. Et un jour, on m'a envoyé une lettre, on m'a dit, t'es pas dans le groupe. Une lettre? Ouais, carrément, c'est à l'époque. Oh, et là, j'ai dû partir en solo, frère. J'ai pas eu le choix. Ok. Et DSF, c'est parti en nouveau gang, NJ. Il y avait que, c'était 113 en fait. Ouais. Et donc voilà, moi je suis parti en solo. On voulait pas de moi. Attends, il y a un recommandé. Ouais, si. Ok, et donc à ce moment-là, comment tu bouges? Ça veut dire, ok, il faut que tu fasses des morceaux maintenant. Ou la mode aussi, c'était beaucoup, il fallait aller faire des freestyles en radio, des trucs comme ça. Comment ça se passe? Moi, j'étais dans le sillage de Ideal J. Ouais. Parce que je suis le premier de la Mafia Qu'un Free qui a connu, avec Ideal J, Kerry, tout ça, on s'est connus en premier, via Manukei. Ok. Et d'ailleurs, c'est là où je te parlais du Grand Rex tout à l'heure. Et le Palace aussi, on a fait un concert avec Ideal J. Moi, j'étais là en ambianceur, tout ça. Je montais sur scène, je faisais mes conneries. Et puis, on suivait pas mal déjà. Tu sais, c'était un groupe Ideal J qui passait pas mal sur Rapline. C'est vrai. On va dire, c'était le premier groupe de petits. C'était les Criss Cross français à l'époque. C'est vrai. Tu vois. Et puis, écoute, via tout. Toute cette période, la vie est brutale, tout ça, Danse avec moi, tout. Ouais. Toi, t'étais déjà dans l'entourage d'Ideal J. Ouais, je les ai rejoints, ouais. Ok, t'as tout suivi, toute cette période. Ouais, je les ai rejoints. DJ Mehdi, il est arrivé. Je me souviens, quand il est arrivé et tout, j'étais là. Ok. On allait chez lui. On le voyait commencer à composer ses sons, inspirés des PMD, inspirés de tout ce qui est dance, wave et tout, tu vois. Ok. Avec son sampleur fabriqué. Voilà, avec son gros sampleur fabriqué. On était là, tu vois. On aimait bien prendre le train. Pour nous, c'était des voyages pour aller chez lui. Pour aller à Colombes. C'était une galère. C'était pas bien desservi comme aujourd'hui. Voilà, on était super surpris par son talent. Déjà, il avait 15 ans. C'est un truc de fou. C'était une dinguerie.
Et puis voilà, moi j'ai commencé à freestyler. Mon premier freestyle studio, il a été fait, enfin feat, il a été fait à Tikaret, avec différents types. Mm-hmm. Le groupe de Manukay, Ideaji, Danny Dan, je sais plus avec qui encore dessus. J'ai posé mon premier 8. Ok. Ensuite, on avait déjà commencé les entraînements, enfin les répétitions. On prenait la salle de la MJC de Vitry. Ok. Puis voilà, de fil en aiguille, on a continué, on tapait les freestyles au Demi-Lunzu, à Orly, à Vitry, partout. Okay. On commençait à faire parler nous, tu vois. Et moi, j'étais tout terrain, j'aimais bien reprendre les flows d'Onyx. Ok. Tu vois. Ah ouais, t'as eu une période énervée comme ça. Énervé, ouais, Onyx. Ouais, j'étais tout terrain. Ouais. J'explorais tous les flows, même de Snoop, même de Daz, Dat Nigga Daz. Parce que moi, je te rends compte de cette période-là, en fait. Ouais, Dat Nigga Daz, tout ça. J'ai même essayé de faire des tresses. Chez moi, ils ont pas voulu de ça. Ils ont dit, oh là là, tu rentres plus ici. J'ai dû raser tout ça après. Moi, quand je te rends compte, t'as les tresses. Ouais. Voilà. Et j'étais bousillé. J'étais à fond dans le peura. Comme jamais. J'étais en roue arrière. Ouais. Et en même temps, voilà, on était dans la street. Ok. Donc, moi, je te vois, en fait, je crois que j'ai rendez-vous à Tikaret avec Mehdi, si je me rappelle bien. Et quand j'arrive, Kerry, il était là-bas. Il était en stage là-bas, chez Tikaret, en tant que vendeur ou quoi. Et toi, t'étais déjà là ce jour-là. Et je me rappelle, c'est parti en freestyle. Et moi, je t'entends pour la première fois. Je me dis, oh, c'est qui ce mec qui te découpe comme ça, tout ça, un truc de ouf. Et c'est Mehdi qui me dit, ouais, ce mec s'appelle Rof, tout, machin, fort. Et moi, je devais faire un morceau avec Kerry et Mehdi. C'était l'époque où Mehdi rappait. Voilà, que je dise bien les trucs. Mehdi pose un couplet. Et après, 2 semaines plus tard, il me dit, non, moi, je sens pas le rap, en fait. Je vais arrêter, je veux plus rapper, et tout ça. Je veux faire que de la composition et tout ça. Moi, j'étais déçu parce que son couplet était vraiment bien. Il rappait bien aussi. Ouais. Et il me dit, mais t'inquiète, j'ai quelqu'un pour toi. Et quand il me dit, j'ai quelqu'un pour toi, moi, je pensais que c'était toi. Bon, c'était Manukay. Mais c'est cool. Ouais, après, on a fait le morceau avec Manukay. Mais du coup, à partir de ce jour-là, je commençais à suivre tout ce que tu faisais. Toutes tes apparitions, tout ça, machin. Et tout ça, ça nous amène jusqu'à une période où on traînait tous dans un studio à Place Clichy, puissance 6 ou puissance 8. Puissance 6, à P6. Ouais, c'était ça, puissance 6, voilà. Et en fait, il y a Guet-apens qui se fait. Ouais. Et tu te retrouves dans Guet-apens qui est un projet de... On se croisait là-bas. On se croisait beaucoup. Et il y a un projet qui se fait entre 2 membres de Expression Directe, donc Weedy et LTIN. Et t'es invité sur 2 morceaux, je crois, 2 ou 3 morceaux, je sais plus. Et à partir de ce moment-là, pour moi, ton buzz, il faisait que de monter. Tu peux me dire comment tu te retrouves sur Guet-apens, comment tu te retrouves à bosser avec Expression Directe, sachant qu'eux, ils sont du Mantes-la-Jolie 78, toi de Vitry. Comment ça s'est fait? Le lien direct, c'est Rod Lion. Ok, ouais, c'est comme son ancien de chez nous et qui les produisait. Ouais. Ça se passait à Clignancourt, dans un studio à Clignancourt. Et de temps en temps, ils nous ramenaient là-bas et on les voyait. Okay. On se croisait comme ça. Ok. Et franchement, sans forcer, un lien s'est tissé entre le 9-4 et 7-8. Ok. Il y a même une période où on entendait, ouais, ils sont Mafia qu'un free, ils sont pas Mafia qu'un free. Ouais, dans l'esprit, ils étaient Mafia qu'un free dans l'esprit, mais bon, ils avaient leur truc à eux, tu vois. Bien sûr. On était comme des cousins, quoi, tu vois. Ouais. Et puis on s'est plus lâché après. Ok. Voilà, tout simplement. On se voyait partout, et après ils sont passés au studio d'Avou pour leur album. Et pareil, on se donnait de la force, tu vois. Ok. Et puis ils ont pensé à moi, ils m'ont invité pour Guet-apens. Ok. Et là, j'ai pu poser mon premier morceau. Ouais. Officiellement sur bande, tu vois. Parce que c'est, même si je crois que Weezy, il apparaît à la fin, c'est ton morceau, c'est toi qu'on entend le plus sur le morceau. Ouais. Et puis tu te rappelles un peu comment ça s'est fait? Ouais, j'ai écrit mes parties chez moi, et puis je suis arrivé, j'ai posé. Okay. C'était sur bande à l'époque, c'était que des one-shots, t'avais pas le choix. Ouais, fallait être prêt. C'était pas trop tôt, c'est rien. Ah, t'étais prêt. Tu peux pas changer le mot, tu pouvais rien faire. Le mot et puis la merde, puis la merde. Tu recommences tout, même si t'as 90% qui était propre. Normal. Ok, donc Guet-apens, ça prend. C'était l'époque où il y a quelques personnes qui étaient en indé, qui montaient leur propre structure et qui faisaient leur truc. Le truc, c'était quand même d'être en major. Tout était plus facile, on va dire, parce qu'on s'occupait de tout. Mais il y a des gens qui faisaient leur truc en indé. Et parmi les gens qui faisaient leur truc en indé, il y a certaines personnes qui faisaient du chiffre. Et Guet-apens, ça a marché. Pour un projet indépendant, ça a marché. Ouais. Donc ton nom, il a bien tourné. Qu'est-ce qui se passe après? Parce que moi, si je me souviens bien, il y a Première Classe, mais pas la compilation. Je sais pas si tu te souviens, le morceau On fait les choses, au début, c'est juste un maxi vinyle. Ouais.
Ils viennent te chercher. Tu te souviens un peu de cette période-là? Ouais, je me souviens. Mais avant Guet-apens, je pose dans Show Business. Ah oui, sur le EP d'Ideal J. Ouais. Ouais. C'est vraiment la première fois que j'ai posé, enfin, la deuxième fois après le freestyle à Tikaret, là, en 94. Et je crois 95, je pose avec sur Original MC, là. Voilà. Et ensuite, Guet-apens en 96. Ok. Et ensuite, 97, 98, je crois. Non, il y a eu aussi les freestyle Mafia qu'un free. Et le morceau, tu te rappelles, j'assure, comme Rocco, Siffred, tu te rappelles ça? Ouais, sur différents types. Ouais. Sur ça, c'était à Saint-Lazare, là. Tu sais, le studio à Saint-Lazare. Là. Ouais, Black Door. Ouais. Et puis, entre-temps, t'as vu, Mafia qu'un free, on commençait à débouler dans les radios, taper des gros freestyles, on arrive à 40, je me rappelle. Ouais. Ensuite, j'ai été invité par Première Classe pour ce morceau avec... Donc, ça veut dire qu'il y avait déjà tout ce buzz-là avant que tu te retrouves sur le morceau de Première Classe. Ouais, entre-temps, on était parti au Festival de l'Aisin avec tout le monde. T'avais l'équipe Mafia qu'un free, Express D, t'avais Time Bomb, on était tous dans le même car. Nous, on était au-dessus, ils étaient en dessous. Justement, il y avait ce décalage entre le rap hip-hop, les hip-hoppers vraiment, tu vois, qui étaient en Karkeni, qui étaient en Eli Hansen, tu vois. Et nous, on était en Kosla en haut avec Express D, tu vois. Donc, nous, on a l'impression on a l'impression d'arriver un peu comme à cheveux sur la soupe dans le hip-hop, quoi. Tu vois, je suis un rap de rue, mais dans le sens propre du terme, tu vois. Je vois très bien. Rap Kaira, quoi, tu vois. C'est ça. Et bon, on avait pour tout le monde, en fait, tu vois. Ouais. Et puis, et ensuite, j'étais invité par Première Classe. Voilà. On fait les choses. Et ce qui est dingue, c'est que c'est d'abord pour un maxi vinyle, comme ça, tiré à très peu d'exemplaires. Et plus tard, ça va se retrouver sur la compilation, ça va se retrouver à la radio, sur Skyrock, tout ça, machin. Mais j'aimerais, du coup, qu'on arrive jusqu'à ton premier album. Parce qu'il y a tout ce buzz-là qui se fait. Il y a une attente. Ouais. Et tu sors le code de l'honneur, que je me trompe de pas. Guet-apens au Code de l'honneur, on a gardé les liens avec le TN. Ouais, d'Express D. D'Expression Directe. Et puis, il s'est proposé de me produire, tu vois. Donc, on a commencé à taffer ensemble. On a trouvé un deal chez, comment il s'appelait déjà? Night and Day, je crois, non? Ouais. Voilà, on a trouvé un deal là-bas. Puis, on a mélangé nos forces, tu vois. Ok. Et ça s'est bien passé. C'est un album qui a valu un succès d'estime. Ouais. Je me souviens, on avait aussi démarché chez Hostile Record. Ils avaient écouté l'album, et Benjamin Chuvanich qui était là, d'ailleurs. Déjà à cette époque-là, sur le premier album. Ouais, sur le premier album. Ok. Mais c'était trop hard. Ok. Pour une maison de disques, c'était trop hard. Du coup, on l'a sorti comme ça. Ok. Ça a valu son succès d'estime. Et puis, sur l'album d'après, Chuvanich est revenu et m'a signé. Ah, c'est lui qui est venu vers vous directement? Ouais. Ok. Et justement, à peu près à cette période-là, il y avait des grosses compilations qui se faisaient comme Hostile ou L432 ou tout ça. Et je te voyais rarement dessus. Comment ça se fait? C'est une spéciale pour les halls, j'étais dessus. Ouais, ça je me rappelle. D'ailleurs, c'est ce qui a favorisé aussi la signature chez Hostile. Ok, parce que c'était eux qui sortaient cette compilation. Hein. Je sais pas. Peut-être que j'avais pas été convié, mais j'étais ailleurs. J'étais sur Opération Coup de Poing. Ouais. Il y en avait d'autres aussi. Je crois qu'il y avait qui... le groupe du 19, là. Diabu System. Diabu System, voilà, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'était à l'époque de Puissance 6. Hein. Ouais. Donc là, tu dis, Benjamin de Hostile, il vient vers toi et il te signe. Comment ça se passe, en fait, ce passage d'indépendance à Major? Écoute, faut savoir que, voilà, moi, j'étais dans le 113 Clan, et le 113 avait passé les vitesses et avait fait un gros carton avec Prince de la Ville. Ouais. On était tous fiers, tous contents. Puis j'ai aussi défendu le Code de l'honneur dans leur tournée, en avant-première. Tu jouais en première partie? Ouais, en première partie. Et ça m'a permis aussi de faire un gros buzz. Alors, je leur passe mon grand salut pour ça, parce que j'ai tourné avec eux dans toute la France. On a même été en Suisse, tu vois. Et j'ai distribué des cartes de visite un peu partout avec eux, tu vois. C'est ça. Puis dans les freestyles Skyrock, tout, tu vois. Bon, moi, j'avais fait aussi mon premier Planet Rap pour le Code de l'honneur. Ah, t'avais eu un Planet Rap? Ouais, j'ai eu un Planet Rap. Pour un album indépendant? Ouais, c'était un truc de ouf à l'époque, ça, c'était rare. Si. Ok. Et écoute, comme tu dis, je commençais à faire parler de moi. Ouais. Et puis en freestyle, on était pas mal non plus, tu vois. Ouais. On allait à, comment il s'appelle, il y avait une teuboi, là, à Saint-Michel, le Néo. Ouais. Je te rappelle le Néo. Soirée coupe d'or, j'ai encore une grotte. Frère, laisse tomber là-bas. Des têtes à tête partout. On a dit une promenade. Une promenade de prison. Ah
Le Néo, il a dit. Toutes les meufs faisaient des petites locks, c'était avec un joint. Oh, valait mieux. Frérot, je venais, je prenais le micro, j'éteignais tout le monde. Ok. Le mec m'a même ramené une carte de visite. Mais tiens, Non, on faisait des arrachages sur la route pour y aller. Moi, à cette période-là, on me disait, Ah là là. Rof, il a trop faim de micro. Et on me disait, des fois, t'allais en radio faire des freestyles avec des membres de la mafia qu'un free. On me disait, la semaine d'après, tu revenais tout seul. Ouais, il y a quelqu'un de radio qui m'a dit ça, je dirais pas son nom ici, mais il m'a dit, Non, il revenait tout seul, je vois. Je revenais pas de moi-même. On m'appelait. Ok, possible. Non. Et voilà, donc à chaque fois, je me rappelle au Néo, quand j'y allais, tout le monde attendait mon tour. Ok. Et dès que je prenais le micro, tout le monde se levait. Je peignais tout le monde, je m'arrachais. Ouais, et je me rappelle, c'est aussi l'époque, il y a un concert à la Fnac des Ternes, là. Tu te rappelles? Ouais, Parti en couille. c'est parti en couille. C'est à cause de moi. Ah merde, raconte-nous tout ici. On a fait une histoire là-bas, à Dédès. On a une bagarre là-bas, en fait, c'était entre mecs de Vitry. Ok. Et on s'est vu là-bas, on a démarré la bagarre. À cause de ça, tout le monde est arrivé. Chaud, ouais. Il s'est parti en couille et ils ont. J'ai même pas pu sortir du métro ce jour-là. Moi, j'ai On réussi m'a à bloqué fuir. dans le métro, moi. J'ai fui, frère, moi. Ah ouais. Tu sais quoi, quand je descendais les marches. Là Moi, j'y allais. Il y avait des CRS qui nous arrêtaient, qui disaient vous sortez pas du métro, le dehors c'est chaud. Ça fait qu'ils nous bloquaient. Et ça fait que j'ai même pas pu voir, je suis même pas sorti. Non, moi j'ai démarré le mec. En fait, on se cherchait depuis 2-3 mois. C'est vu là-bas. J'ai démarré le mec. C'est parti en couille. Je montais sur la caisse, je sautais dessus, tout ma grosse bagarre, tout le monde est arrivé. Wow. Et après, en descendant les marches, en fuyant, je me dis voilà, je suis rodaf de ouf, donc il faut que je prenne la fuite. En marchant dans le métro, j'entendais ça partait en couille. Et là, ils ont commencé à taper les CD. Ils ont tout volé. Ouais. Puis j'arrive à Vitry et tout, je sais plus chez qui j'étais, et je vois au journal. C'est passé à la télé, ce bordel. Très bien. Là, tu me parles de concert. Je me rappelle aussi, il y avait les Francopholies de La Rochelle, où il y avait tout le rap français de l'époque, tout New School et tout. Et je me rappelle que vous étiez en force, très massif. Il y avait du monde là-bas aussi. Vous ne déplaciez jamais en solo. Ah, comme tout le monde, gros, c'était l'époque des bandes. C'était un truc des équipes. Même à Châtelet, 21 juin, fête de la musique, tu connais, on attendait cette date-là comme jamais. C'était pas pour danser qu'on attendait ça. Il a dit le 21 juin, c'était n'importe quoi avant la fête de la musique. Carnaval entier aussi. Ouais, frère, c'était époque Sebago, ça s'est terminé, tout, tu vois. Ça s'est terminé même, hein. Le carnaval à cause de toutes les violences et tout. Mais c'est ça que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, la fête de la musique, c'est cool, hein. Ah, c'est cool aujourd'hui. Ça s'est teasé de ouf. Parce qu'à l'époque, non, c'était... Si t'avais pas d'équipe, mon gars... Marche à 70, à 60, 50. Et des fois, des équipes qui rencontraient des équipes et qui se mettent ensemble. C'est exactement ce qui se passait. Quand l'équipe Mafia qu'un free, on arrive à 40, 50, on rencontrait mes cousins d'Épinay, de Saint-Denis, de la Courneuve. On était 160 d'or. Et ça marche. Ça remplissait les trains, c'était n'importe quoi, frère. J'avoue. Mais revenons un peu à la musique. Donc, ton deuxième album, vas-y, tu dois le sortir. Donc, t'es plus indépendant. Qu'est-ce qui change pour toi, en fait, quand tu rentres en studio? Ah, le studio, il est plus grand, déjà. Ouais, ça, c'est on est plus à l'aise. Il y a des petits fours. Je rigole. Non, voilà, je suis rentré en studio dans l'optique de réaliser un gros album. Tu vois. T'es conscient que il y a une major au-dessus de toi, voilà, donc il y a des attentes. Il y a des attentes. D'ailleurs, j'ai fait appel à Manu Kay, qui avait réalisé Prince de la Ville. Ouais. Tu vois, et aussi DJ Mehdi, qui était pas loin. DJ Mehdi, qui avait toujours cru en moi. Ouais. Tu vois, d'ailleurs, il m'a produit mon premier maxi. Appelle-moi Rof. Appelle-moi Rof. Exactement. Ouais. Tu vois. Donc, moi, à cette époque-là, j'étais pas du tout encore enclin à toucher à la production. Tu vois, j'étais pas là-dedans, moi. Tu vois. J'ai eu au jour le jour, je m'en battais les couilles. J'étais dans la street, en même temps, je rappais, tu vois. Voilà. Et donc, j'ai fait appel à Manu Kay, on est descendu à Toulouse. J'ai voulu reprendre la logistique du 113, en fait, parce que j'avais vu que ça avait fonctionné. Ouais. Et puis, il était plus là pour canaliser un peu mon travail, tu vois. Histoire de ne pas reproduire le Code de l'honneur, qui était déjà un album brut de coffre, et ça a tout son charme. Tu rappais au kilomètre, comme moi. Sur le premier. Ouais. Et je voulais faire un album plus, on va dire, artistiquement plus élaboré. Tu vois. Pas lisse, hein, mais plus élaboré, on va dire. Plus professionnel, tu vois. Et puis voilà, ça l'a fait. On a fait Sensation Brave, tous les morceaux qu'a tué, Qui est l'exemple, qui est l'exemple qui devait même pas figurer dans l'album. C'est ça que j'allais dire. Parle-moi de ce morceau.
qui est l'exemple? Parce que là, tu dis le morceau comme ça, comme si c'était un petit truc, mais c'était numéro 1, toute musique confondue en France, quand même. Ouais. On parle d'un numéro 1 top single. Ouais. Donc, tu peux pas balancer le c'est encore classé dans les 25 plus gros singles vendus de ces, je crois, ces 25 dernières années, ou 50 dernières années, je sais plus. C'est un truc de ouf, quand même. Donc, raconte-moi l'histoire de ce morceau. Ça devait pas être sur l'album? J'avais chanté le refrain, en fait. Ok. La mélodie, tout ça, c'est toi qui l'as trouvé. La mélodie, le texte, tout. Tu vois, ça faisait un moment que je la fredonnais. Et l'idée du sample aussi. Ok. En fait, moi, j'aime bien écouter les morceaux, j'aime bien écouter tout ce qui est rétro, funk, new wave, tu vois. Okay. J'imagine toujours faire des reprises là-dessus. Et j'ai appelé le compositeur et je lui ai dit, voilà, reprends ça. Et j'ai fait le refrain dessus et je l'assumais pas parce que c'était la première fois que je chantais, tu vois. Ok. Et voilà, on a fait appel à Kélia. Enfin, Manuka a fait appel à Kélia parce qu'il la connaissait. Et puis, on l'a bien fait, parce qu'elle a sublimé le truc, et je pense que sans ça aurait pas marché comme ça, je pense, tu vois. Parce que c'est le refrain qui fait tout. Hein. Bon, après, il y a le texte aussi, bien sûr, il y a aussi ma prestation, bien sûr. Mais l'instru, le texte, tout le refrain, tout s'emboîtait bien, tout est fluide. Okay. Et puis voilà, moi, je m'attendais pas. Et puis, je sais plus, j'étais à l'Olympia, je sais plus de qui. Je m'apprêtais à rentrer sur scène, et il y a Kenzie qui était là, du secteur 1, qui me dit, t'es premier dans les charts. Au moment où je rentrais sur scène, tu vois. Entre le régisseur et lui, Kenzie était là, il me dit, t'es premier dans les charts, là, t'es numéro 1. Là. Déjà, qu'est-ce qu'il fait là? Et je me souviens que Kenzie aussi, on avait mangé ensemble. Ouais. Tu vois, il m'avait sollicité, on a mangé ensemble. Et il me proposait d'intégrer le secteur A. Ah. C'est à quel moment de ta carrière, ça? T'as déjà sorti? C'était avant la signature chez Hostile. Donc t'as juste déjà avant. Ton premier album? Ouais. Ouais. Il me proposait d'intégrer le secteur A. Et moi, je me rappelle, je lui disais, mais non, mais je peux pas. Et tout. Moi, je viens de Mafia qu'un Free, je viens de là-bas. Les gens, ils vont croire, après, je suis secteur A. Et puis, il me vendait le truc. Il m'expliquait que non, c'est du business, tout, machin, tu vois. Incroyable. Et puis, finalement, bon, ça s'est pas fait. Là, je te parle, je suis en train d'imaginer ce que ça aurait fait si t'étais au secteur A. Avec plein de refrains de Jackie. Jackie des Nègres Marrants en train de faire plein de refrains sur ton. Ouais, ça l'aurait peut-être fait, mais si tu veux, moi je voulais garder mon identité. Ouais, et finalement ça a marché pour toi. Elle a Mafia qu'un free, donc voilà, tu vois. En tout cas, voilà, j'avais respecté cette démarche de Kenzie. Donc Kenzie t'annonce juste avant de monter sur scène que t'es numéro 1 top single. Ouais. Donc puis j'y vais avec le sourire, tu vois, mais je savais pas ce que ça représentait encore, en vérité. Ok. Et c'est après, quand j'ai vécu tout le... Parce que ce single, du coup, il porte tout l'album. Au départ, c'était TDSI. Ouais. Tu vois, TDSI, ça avait bien fonctionné à Skyrock. Ça avait tout défoncé. Le clip, il est arrivé, c'était lourd. Ensuite, arrivé à janvier 2002, on sort, qui est l'exemple, le single. Ouais. Et là, ça a tout pété. Là, ça a tout pété comme jamais. À un point où j'allais faire des télétons en Belgique, frère. Ah ouais. Et en Suisse, frère. J'allais dans les hit machines suisses. C'était européen, t'as vu. Et ça m'a valu une tournée en Allemagne aussi. Ah ouais. Et tu vois. Mais justement, tu vois, tu passes du Code de l'honneur où il n'y a pas eu toute cette lumière-là, et tout d'un coup, tu te retrouves numéro 1 du top single, tu vas partout. Dans la rue, comment ça se passe pour toi? Parce que là, on te reconnaît. Dans la street, on me reconnaît partout. Ça y est, je commence à signer des autographes de partout. Je suis bastonné en radio du matin au soir jusqu'à moi-même, j'en ai marre. Oui. T'as vu, tu passes de station en station, qui est l'exemple, j'étais choqué. Et bizarrement, je voulais vivre ça parce que je voyais le 113 qui cartonnait à Skyrock. Tonton du partout, bled, tu tout vois, la folie. Énergie et tout. Et voilà, je me disais, moi aussi, tu vois, ça va, il faut moi aussi que j'arrive à faire ça, tu vois. Et puis finalement, quand c'est arrivé, ça m'a fait bizarre, poto. Pourquoi? Parce que je commençais à recevoir des critiques. Ah, il est commercial. Ouais, il y avait beaucoup de débats là dans le rap. Quand on disait t'étais commercial, c'est comme si on disait t'étais un fils de pute. Tu vois, c'était une insulte, gros, tu vois. Et moi, dans ma tête, je commençais à bouillonner, tu vois. Et là, j'ai lâché à bout portant dans Fat Taf. Ouais. Tu vois, j'ai dit, bon, il faut combler tout ça, il faut régler tout ça. Tu vois, il faut remettre, voilà. Et puis, il y avait aussi les couvre-feux qui commençaient, tu vois. Donc, t'allais freestyle là-bas. Voilà, donc je faisais Soncer la guerre, à bout portant. J'avais lâché les vrais MC, un morceau de 8 minutes au moins, tu te rappelles? Un freestyle de 8 minutes sur... j'avais repris Real Nigga Don't Die de NWA. Tu vois. T'es lourd, ça. Et puis, il y avait aussi l'album Mafia qu'un free. C'est ça que j'allais dire, c'est à ce moment-là qu'arrive l'album de Mafia qu'un free. Et dans ton truc de... il commence à dire rough et commercial, ça tombe super bien. Quand vous arrivez avec le morceau Pour ceux,
Là, c'est gros, parfait. Là, c'est parfait. On avait mis... Extinction des lumières, là. On avait éteint toutes les lumières. Ça y est. Toutes les lumières possibles. Ça y est. Et en attendant, moi, je commençais les premiers showcases. Je pense que j'étais le premier avec 113 à faire des showcases. Et avant Diams, avant tout le monde, tu vois. Ouais. En boîte de nuit, tout ça, en machin. boîte de nuit et tout, ouais. Ok. Et je me rappelle, j'étais encore dans la rue, dans ma tête. Ouais. Ça, j'arrivais pas à accepter que j'étais passé en mode artiste. Donc, vois, tu l'as pas ma super vie bien d'artiste, vécu, je l'ai ça. pas bien vécu. Ouais. Ok. Et j'allais au showcase calibré encore, frérot. C'était pas normal. Au JTT. Je me rappelle Lalou, il me dit qu'est-ce qu'il a là? Pourquoi il cache? Qu'est-ce qu'il cache? Je suis encore calibré, gros. Je comprenais pas. Il y a des gens, tu vas dans une boîte, il y a des gens qui t'aiment, Oh, ils viennent ouais, te voir. mais Toi, frérot, t'es en t'as vu, guerre. c'était. Ça, c'est. Tu sais, je suis passé du froid au chaud donc ça en un arrivait- single. ça arrivait rapidement, ouais. 3 minutes 30, frère. Ouais, ouais. Et puis même, mon entourage, il était encore. Tu vois, C'était la rue encore. C'était la street, la Ouais. vraie street, frère. Ouais, C'était ouais. pas la. Pas le rap. Et donc voilà, et puis on voyageait, on allait à l'île de la Réunion, je me souviens quand je voyais les jacuzzis, les poignées dorées, les lustres, je me rappelle on était dans la suite de Jacques Chirac, où Jacques Chirac était passé, j'étais choqué, tu vois, on faisait des galas, Énergie, Scoop, on voyait les Marc Lavoine, les David Guetta, on était t'étais devant eux. mélangé à la pop. tout J'avais ça. la plus grosse suite, que j'étais le numéro 1. C'est ça? C'était chelou, frère. Ouais. C'était... Je croyais que je partais en couille. Dans ma tête, je partais en sucette. Ah ouais. Oh, bah. Et du coup, donc, quand vous faites la cerise sur le ghetto, Ouais. est-ce que ça te fait du bien? Est-ce que dans le sens où ça contrebalance avec toute cette Bien sûr, période-là? ça me fait du bien. J'étais à fond dedans. Je me suis vraiment investi dans ce projet. Parce que le morceau pour ceux, t'es celui qu'on entend le plus, en vrai. Vu que c'est toi qui fais le refrain, t'as un couplet. Ah, je voulais poser sur tous les morceaux, j'étais à fond dedans. J'avais une revanche à prendre, t'as vu, dans la street. Bon, en tout cas, ça a bien fonctionné, ça l'a fait. Il y a une gestuelle dans ce clip-là que tu fais, elle est incroyable. Dès que j'entends le morceau, je pense à cette gestuelle. C'est quoi? Tu vois, tu fais un truc un peu... tu vois ce que je veux dire? Ouais, j'étais en Wu-Tang. Ah ouais, J'étais en Old Dirty Bastard. T'étais électrique. Mais ça, c'est cool. Maintenant, il y a un peu de temps qui passe et on en arrive à La Fierté des Nôtres, qui pour moi est ton meilleur album. Moi, c'est mon album préféré. Ouais. Mais surtout, t'arrives avec un double CD. Et à partir de ce moment-là, tu vas faire ça plein de fois. Qu'est-ce qui s'est passé? T'avais c'est trop de trucs à dire? Voilà, c'est ce qu'on raconte. J'ai encore des choses à prouver. C'est ouf. Et Parce que on puis parle j'étais là, vachement inspiré, frère. J'ai on écouté parle, du mais son. Mafia qu'un Free, c'est un succès. Ouais. En termes de vente, ouais. c'est certifié et tout. Donc ça veut dire que t'as ton album La Vie avant la mort, avant ou après? Avant. Avant, ouais, que je dise pas de conneries. La Vie avant la Pour mort. dire, tellement on cartonnait avec cet album, on me disait, ouais, dis à Ousni d'arrêter de sortir des singles, on va sortir Mafia qu'un Free, là. On me disait ça. Je devais sortir parfois des fois, fit Jimmy Sissoko. Ah. Finalement, on l'a pas sorti pour laisser un Pour peu, Mafia qu'un Free. voilà, de la visibilité. Ok, donc, et Mafia qu'un Free, ça cartonne. Voilà. Donc du coup, toi, t'es encore en mode où tu veux prouver des choses aux gens. Et c'est bien, en vérité. Ouais. Quand tu fais La Fierté des Nôtres. Ouais. Et là, j'ai été à fond dans le Chronique 2001 de Dr. Dre. Mhm. Bah, de toute façon, j'ai toujours été à fond sur Dr. Dre. Je confirme, je me rappelle. L'arrivée de 50 Cent, J-Unit, tu vois, Pharrell Williams, tout ça à l'époque, là. Ok. T'avais aussi, j'ai bénéficié aussi de la puissance de Hostile, qui pouvait démarcher des grosses prods américaines, tu vois, chez Jonathan Rotem. Ouais, non, Lui, il n'était pas encore connu à cette époque-là. Hey, l'intro, là, le premier morceau de La Fierté des Nôtres. Frère, c'est quelque chose ou pas? L'accordéon. C'est un truc de fou. Gars, tu sais quoi? J'ai écouté l'album, premier morceau, je me suis mis ça, j'ai dit, ah ouais, non, ça va être sérieux. Et, il t'a donné un caviar. Laisse tomber. Mais j'ai été très, très, très gâté à ce niveau-là. En plus, ces prods, à l'époque, ils les vendaient à rien du tout. Ouais, c'était pas encore la star. Il n'avait pas produit, encore. Il n'avait pas fait Rihanna, il n'avait pas fait Rick Ross, ni Britney Spears, ni Beyoncé. Il n'avait fait personne encore. Ni Sean Kingston, là. Ouais. Donc, il m'a envoyé au moins 25 prods. Les 25, tu voulais les mettre dans l'album. Ouais. Et on dirait, ils étaient tous mixés, masterisés. Ah ouais. Ouais, le mec, il t'envoie ça sonne. Frère. Ok. T'as capté? Abusé. Du coup, voilà. Du coup, moi, j'ai pris la logistique de Dr. Dre, en fait. J'ai pris ses beatmakers, j'ai pris son mixeur, l'ingé, Richard Siegel, qui avait mixé Next Episode, tous les trucs de Dr. de Dre, de 50, de Snoop, Exhibit, et son mastering, Berlin Grundman, qui avait masterisé Tupac, All Eyes on Me, tous ces trucs-là. C'est pour ça que ça s'appelle. Ok, déjà ça. Mais il y a le morceau produit par Denon Porter de D12, là, le gars Eminem. 94. Et moi, j'ai un pote du 9-4 qui m'appelle, qui me dit, Driver, t'es pas prêt.
Je dis quoi? Il me dit, Rof, il a fait un California Love du 9-4. Et il recommence. Ouais, j'ai dit, comment ça, California? Il cite toutes les villes du 9-4, mec. Il met tout dedans et tout. J'étais là, ah ouais? Et quand le morceau sort, je l'écoute, je prends une claque. Moi, c'est mon morceau préféré de l'album. Ouais. Et j'ai l'habitude de dire, je suis pas du 94, et c'est mon morceau préféré de l'album. Donc quand t'arrives à faire un morceau, c'est comme California Love. C'est un morceau qui parle de la Californie, le vend au monde entier. Ça veut dire que t'as fait un grand morceau. Et pour moi, c'est ce que ça voulait dire aussi. C'est que t'étais pas obligé d'être du 94 pour apprécier le morceau. Il tournait partout, dans le 93, dans Marseille, Mais est-ce Lyon, que tu sais partout. que dans ce morceau, il y a une ville qui n'est pas du 94 que tu as citée? C'est laquelle? Montreuil. La Shoah avant le Bicrave. Non, mais quand je dis Oui, ça... non, c'est pour la phase. Ouais, ça, c'est pour la phase. Mais je connais des gars de Montreuil qui étaient grave contents de dire ouais, non, mais tous les gars de Montreuil que j'ai croisés, ils m'ont c'est un parlé. morceau sur le 94 et ils parlent de nous. Ouais. Parce que j'ai employé le mot choura avec que c'est un mot qui leur est propre, tu vois. Voilà, un big up à Wiki, un mec de Montreuil qui était trop content. Ouais. Là, ça, c'est cool. Bon, ce morceau-là, moi, c'est une dinguerie quand je l'entends et tout. Mais il y a le single avec Nati, le son qui tue. Ouais. Et là, c'est Rat Marée aussi. Une prod de Jean Silver. La prod, elle est incroyable. Ancien de la Mafia Underground. Ancien de la Mafia Underground, ouais, Vévert. La prod, elle est incroyable déjà. Nati, je l'ai repéré dans l'émission BOSS avec DJ Spank. Je trouvais qu'il était très talentueux, il avait 13 piges. Il était très calé déjà en dancehall. Et voilà, je me suis imaginé faire un morceau avec lui. Et j'ai fait appel à lui, ça a marché. Direct, il est rentré en radio. C'est un truc de fou. Ça a surpris tout le monde, ouais. On est parti au Brésil tourner le clip. Ouais. Vous avez fait à Salvador de Bahia. Ouais, on a fait 2 clips au Brésil. On a fait Le son qui tue et Zone Internationale avec Roldan de Orichas. Voilà. Avec qui j'avais tourné déjà en Allemagne. On a fait une tournée en Allemagne avec Orichas. Je me rappelle, DRY était là. C'était la première tournée, en fait, pour moi. Ok, du coup, la connexion, celle du 113, ouais. La connexion, elle s'est faite sur cette tournée. Ok, cool. Et il y a le morceau Code 187. Ouais. Et première alliance 9-3-9-4. Voilà. Et moi, je découvre Sefiu. Moi, je connaissais pas Sefiu. Je découvre sur ce morceau. Je découvre Kamel l'Ancien. Bon, Alibi Montana, je connaissais déjà depuis longtemps. Mais du coup, de ce morceau, déjà, ton couplet, il est incroyable. Non, merci. Mais tout le monde est incroyable dessus, je trouve. Non, tout le monde est chaud. Mais, tu sais, comme on découvre des artistes, c'est vrai que on parlait beaucoup des invités, mais ton truc sur la circulation, j'appellerais ça comme ça. À la fin, la circulation routière, incroyable. Sa mère, c'est insolence. Et hop, j'accélère dès que je te vois traverser. Oh, je t'ai pas vu, excuse t'avoir renversé. Voilà. Donc ça déjà. Mais du coup, il y a Kamel l'Ancien qui ressort aussi. Et après, vous annoncez à ce moment-là que vous allez faire un projet ensemble. Ça s'appelle T'inquiète. Il faut savoir que Kamel l'Ancien, Sefiu était déjà sur les mixtapes Talons Fâchés. Et puis, bon, forcément, les tables à se croiser. Puis j'ai imaginé un gros feat avec 9-4, 9-3, tu vois. Donc on était les premiers déjà à vouloir tu vois, unir voilà. Cette idée d'union, quoi. Puis ça l'a fait, c'est un gros banger de fou, tu vois. Et voilà, tout ce qui a manqué, c'est un clip. Ouais, sur ce ça aurait été bien. Ouais. Mais du coup, avec Kamel l'Ancien, ce projet qui aurait dû voir le jour, qui n'a jamais vu. T'inquiète. Le jour, ouais. Finalement, on a eu des petites brouilles qui ont fait que voilà, le projet n'a pas pu se faire. Ok. Mais ça marchait bien, lui et moi, à cette époque-là. Puis ça avait mis beaucoup de lumière sur lui et ça lui a permis derrière de signer en maison de disque, chez Hostile, et faire son truc. Justement, il y avait Street Lourd après. Ouais. En mode, le morceau. Je te dis la vérité, moi, quand ce morceau il arrive, je me dis, ok, il a kické, il a rappé, ça tue et tout. Mais je me dis, c'est un morceau de compile. Et c'est des années plus tard, quand je te vois le faire sur scène, je vois que tu rappes plus. Le mec dépose le micro et je vois tout le public en train de rapper. Et c'est pas une chanson. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas des mélodies. C'est du kickage. Ouais. Mais le public kick. C'est là que je me suis dit, attends, c'est beaucoup plus qu'un morceau de compilation. Est-ce qu'on appelle pas ça un classique en vrai? C'est clair. Toi, quand tu le fais. Tu sais quoi? Moi, je kiffais quand je voyais Biggie rapper et je voyais tout je sais pas, l'endroit où il se trouvait, je sais pas si c'était Madison ou je sais pas, il faisait des grandes salles à New York. Tout le monde rappait son couplet comme ça, c'était impressionnant. Et je rêvais un jour d'être sur scène
Et pareil, poser le micro et laisser le public rapper, tu vois. Et sur En Mode, c'était parfait. Mais est-ce que tu aurais pu imaginer que ce soit sur ce morceau-là? Parce qu'au final, c'est un morceau pour une compilation, le truc. Non, mais en même temps, il y avait aussi la nouvelle... Voilà, c'était une nouvelle expression. Ouais. Voilà. Et puis, il est assez technique, mais on peut retenir les paroles, tu vois. C'est pas non plus le plus compliqué. Il est pas très sophistiqué, je trouve, comme... dans le deuxième couplet, je joue un peu plus. Ouais. Mais voilà. Puis l'instru aussi, c'est un char d'assaut. C'est ouf. C'est qui avait fait ça? C'était Spike Miller. Spike Miller. Ok, Spike Miller. Chaud. Ok, là, on va parler de Au-delà de mes limites. Un autre double album. Donc, t'avais encore... Pourquoi, là, tu refais un double album? C'est quoi la raison? Change pas une équipe qui gagne. Hein. Ok. Donc, j'ai voulu reprendre la même recette. Et j'étais bordé d'inspiration en ce temps-là. Okay. C'est beaucoup de choses, t'as vu, entre les succès, les à côté, tu vois, les revers de la médaille. Je vois. Ouais, j'étais à fond, je vivais vraiment mon game à fond, tu vois. Et il y avait plein d'histoires en même temps. J'avais toujours autant de choses à prouver, donc tu vois. Ok. J'ai enregistré 30 morceaux et finalement, j'arrivais pas à trancher et je mettais tout dedans, tu vois. Ok, tout simplement. T'arrives... c'est bon aussi, comme ça, tu sais, quand tu calcules pas, voilà, tiens. La spontanéité, c'est Puis je recevais toujours des super prods. Et là, cette fois-ci, j'avais Avoc des Mobb Deep qui m'avait envoyé des prods. C'est ouf, ça. Toujours Jonathan Arothem. Cette fois-ci, il y avait un nouveau qui s'appelait... comment il s'appelait déjà? El Temo. C'est son père, carrément. Oh, ouais. Enfin, quand je dis son père, c'est son mentor. C'est qui a créé le truc, ok. Un gars d'Atlanta qui a amené le crunk. Ok. Le morceau, comment il s'appelle, le truc du ghetto? ROH2F. C'est lui. C'est ça, j'avais demandé qui a fait la prod. El Temo, il a fait le Cauchemar du rap français, l'intro. Il a fait Premier sur le ghetto. Il a fait Le Pouvoir. Ok. Il a fait La Violence. C'est ce gars-là, il a produit tous les gars d'Atlanta, les gars de Miami et tout. Moi, j'aimerais que tu me parles du tournage du clip La Puissance à Los Angeles. On m'a dit qu'il y a eu des échauffourées. Ouais, il y a eu des échauffourées, il y a eu des fusillades. Il y a eu une fusillade à Crenshaw, parce qu'on a tourné ça à Crenshaw. Ok. Après, c'était pas sous mes yeux, ok, mais on a entendu. Tu vois. Donc voilà, c'est dans le quartier, quoi. Ok. Qui a l'idée de tourner à Crenshaw? C'est moi. Ah ouais, tu voulais aller là où ça se passe direct. Ouais, en fait, j'ai dit, je veux tourner un clip à LA, mais je voulais vraiment avoir le côté roots de LA. Ouais. Le réalisateur américain nous a ramené là-bas. Ok. Ouais, il m'a ramené la 6-4, la Cadillac qui jump là. Il m'a dit, ça serait bien que tu t'acclimates, que tu mettes, que tu mettes des Converse, tu vois. Dickies, tout ça. Voilà, Dickies, petit bandana, tout, machin. J'ai dit, t'as le choix entre ça. Et là, tu connais, là-bas, ils ont toujours une styliste qui arrive. Ouais. Mais ça va aller, ça va aller. Tu sais, limite, elle te l'impose, tu vois. Ouais. Moi, j'ai kiffé. J'ai dit, je viens de la street française. C'est vrai que c'est différent, tu vois. Mais c'est comme quand tu arrives à Tahiti, t'as vu, ils te mettent un collier, tu t'adaptes. C'est ça. T'as capté, t'arrives en Afrique, on te jette un boubou, tu le mets, point barre. Faut le voir comme ça. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Je suis d'accord. Alors, pendant ce temps-là, nous, qui représentions quelque part le rap street, Kaira, tout, machin, et on disait Zoulou et tout, machin. Donc, le fait qu'on m'ait vu comme ça, dire, elle est contradictoire. Non, c'est pas de la contradiction. Non. Moi, j'ai jamais caché mes influences West Coast. Déjà. Et ça me plaisait bien. Et puis, c'est gangster, ça. Ouais, c'est thug, là-bas. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un truc de tafiole, les gars. C'est pas des tenues de tafiole, hein. Le clip, c'est sur l'Andreas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, gars. Il t'allume, il te rafale direct, gros. C'est gangster. Le clip, c'est GTA. D'ailleurs, en parlant d'États-Unis, beaucoup plus tard, on te verra dans un clip de DJ Khaled. C'est quoi cette connexion? Comment ça s'est passé? DJ Khaled. Alors, il faut savoir qu'avant ça, j'ai été comment ça s'appelle, pour la première fois de ma vie à Miami, Pimp My Life, avec TLF. Oui. Ok. Et cet épisode-là. Ok. Je sortais de Fresnes, juste après le concert à Bercy avec 50 Cent. T'es ressorti exprès pour. Moi, je voulais juste rentrer en studio et manger le micro, faire le code de l'horreur, tu vois. Bon, on est parti, entre-temps, dès qu'on m'a retiré le bracelet, on est parti à Miami. Dédé, c'est là, il peut te raconter, l'ambiance. On est arrivé à Miami, on a tourné Pimp My Life, on est resté 2 semaines au lieu de 4 jours. Ok. Voilà. On a fait la rencontre là-bas de Track Dilla, qui est venu, qui envoyait déjà des sons, et on l'a vu de visu là-bas, tout tranquille. Ok. Et après ça, je suis revenu à Miami, à North Miami Circle House Studio, qui est très connu, qui reçoit pas mal de rappeurs et de stars américaines. Ok. J'ai fait appel à Richard Siegel,
qui avait déjà mixé l'ingé de Dre, qui avait mixé La Fierté des Nôtres et Au-delà de mes limites. Ouais. On était là-bas et voilà, on a mixé et on a rencontré pas mal de monde. D'ailleurs, quand il mixait La Grande Classe et Florida qui était là, qui passait dans le coin, tu vois. Ok. Et c'est aussi la première fois que j'ai vu Eva Marcil. Ouais. C'était sa meuf à cette époque-là. Je l'ai rappelé plus tard pour J'accélère. Attends, c'était la meuf de Florida à ce moment-là. Ouais, c'était la meuf, ouais. Elle était là et tout. Ok. Ça jouait au ping-pong, tout ça. Tu sais, c'est un grand complexe, en fait. Il y a plein de studios, un peu comme à Polygone, tu vois. Donc, du coup, il y a plein d'artistes qui passent. T'as plein d'artistes qui passent, tu vois. Et Khaled, tu le vois, tu le rencontres là-bas? Khaled, je le rencontre 2 ans après, 2010, quand j'y retourne pour La Cuenta. Ok. Donc tout ça, c'est après la tournée, après le Zénith 2009, tu vois. J'y retourne et là, j'avais un booker qui me présente DJ Nasty, qui connaissait, qui faisait les quinries, qui arrivaient en France, tout ça, machin. Et DJ Nasty. J'ai décidé de faire appel à Lou Diaz. Voilà, en fait, ça l'histoire. J'ai décidé de faire appel à Lou Diaz, l'ingénieur, parce que des fois, je confonds les dates et tout. Ouais. Et Lou Diaz mixe mon album à North Miami, La Cuenta. Et il se trouve que c'est l'ingé qui a mixé I'm So Hood, Welcome to My Hood, tous les projets de DJ Khaled. Voilà. Tu vois. Et là, je lui ai dit, lourd et tout. Je me rappelle même, il m'a sorti carrément le mix de Lean Back de Fat Joe. Ah ouais? Il comparait ses mix, en fait, avec ceux de l'album, Dans My Wares, C'est comment, tout ça, tu vois. Et puis, il m'emmène, dit, vas-y, je vais te présenter Khaled. Et il m'emmène à We The Best, au studio. Ah, direct, ok. Ouais. Et là, Track Dilla est avec moi. Et là, on arrive là-bas, Khaled, Gil Green. Première fois que je rencontre Gil Green, c'est aussi là-bas. Et puis, je leur montre un peu ce que je fais. Je leur montre le Zénith 2009, tout. Ils étaient choqués sur tout ce qu'on leur montrait. Ils disaient, waouh, on dirait un prêcheur, tu vois. Quand il a vu en mode, il a dit, on dirait un prêcheur. T'avais déposé le micro comme ça. Les chefs d'orchestre. It looks like a pressure. Il m'a dit ça. Et à partir de là, on tape des bars avec Khaled, tout, machin. Et quand il y a des petites sorties, on bougeait ensemble, ça, on allait à Live. Fontainebleau, voilà. Et puis, c'était aussi la même période où il y a eu la sortie de l'album Rick Ross, il y avait BMF, tout ça, là, tu vois. Ouais, Tef London. Et Tef London, ouais. Et Khaled, il nous a invités, tu vois. Il dit, venez avec nous et tout, machin, on va là-bas. On a été je crois que ça s'appelait le Blue Diamond, je crois. Une grosse tebois là-bas. Ouais, possible. Une tebois chelou, d'ailleurs. Ils ont jeté des billets, les meufs, elles étaient pas habillées, c'était chelou, tu vois. Et Rick Ross est arrivé en hélicoptère, je me rappelle. C'était vraiment... Et là, en hélicoptère? Ouais, là-bas, ouais. Mais c'est un truc de ouf, et ça a des malades avec un... Et puis voilà. Et puis c'était cette période-là où justement il y avait Florida qui a demandé à faire un remix sur La Grande Classe. Et dans ce studio-là, t'avais le B, t'avais le A, et il y avait Shakira qui était au fond. Ah ouais, laisse tomber. Elle passait, venait en survêt, en DZ. En survêt, normal, naturel. T'as vu, on la voyait, elle venait. Quand il y avait des petites grillades, tout ça, elle était là, normal. T'as vu? Ici, ça les choque, ici. Alors que t'es un artiste, tu voyages, tu croises des artistes partout, en fait. C'est ça. Mais ici, les no-name, tout ça, ça les choque. Tu vois, ils ont du mal à y croire. Et du coup, Khaled, il t'invite sur le tournage du clip. Ouais, et Khaled, il dit, viens au clip de Welcome to My Hood et tout. Ok. Je fais, ok, j'arrive, tranquille. Je fais passer, et puis voilà. T'as eu un moment où on me voit, c'est Khaled qui me dit, je m'en souviens très bien, il y a même un making-of, il me dit, avance, rough. Ok. C'est-à-dire, il veut vraiment qu'on te voie et que tu sois au montage avance et tout, tu vois. Ok. Puis voilà, ça s'est fait comme ça. Et Gil Green, je l'ai rappelé derrière, on a gardé les liens et tout, tu vois. Ok. Et Soud, pareil, il m'a demandé, Khaled m'a demandé de poser sur un remix de Soud. Il voulait faire un remix européen. Ok. De Hustle. C'est mon morceau de ouf. Tu l'as fait, dis-moi. Ouais, je l'ai fait. Ok. Je l'ai fait, j'ai posé. Et je crois il a pas aimé la partie de l'allemand, ou je sais pas. Il y a eu un problème, en tout cas, sur le remix. Finalement, il l'a pas sorti. Ah, merde. Mais voilà, j'avais posé, il était là quand j'enregistrais. Soud était là, Khaled était là, tu vois. Lourd. J'aimerais qu'on revienne rapidement sur ce moment où donc t'es en prison et tu sors pour faire la première partie de 50 Cent. Et en même temps, les rumeurs disaient que les billets se vendaient pas trop. Et quand on t'annonce, les billets commencent à se vendre partout et tout. Déjà, comment vous avez fait pour que tu sortes de prison? T'es une perme juste pour ce concert, en fait. Comment ça s'est fait? On avait reçu une demande déjà des organisateurs de ce concert. C'est-à-dire que les organisateurs, ils savaient que t'étais en prison. Ouais. Mais ils essayaient quand même de t'avoir en première partie. C'est un truc de ouf, déjà. Et au départ, ça foirait un peu, ça bloquait. Ouais.
Et puis finalement, le dossier était solide et l'avocat, Maître Haïk, à l'époque, a réussi à placer la douille, t'as vu. Et voilà. Et puis il m'annonce que ouais, on va pouvoir te faire sortir ce jour-là. Et puis j'entendais la pub déjà, les mecs en haut dans les étages, ils me disaient ouais, tu vas passer à Skyrock et tout, non, t'as un cri, tout ça. Je dis ah ouais. Moi je pensais que c'était annulé en fait. Ouais. Mais bon, j'attendais un parloir pour avoir confirmation. Puis finalement ça s'est fait. Moi je dis putain, ça fait je sais pas, ça faisait 4-5 mois que j'étais là. Je dis mais qu'est-ce que je vais faire là? Je connais même plus mes morceaux, faut que je répète, t'as vu? Je commençais à répéter dans ma cellule, je dormais pas. La veille, hein. La veille, tu vois. C'est un truc de ouf. Et je me rappelle le matin, à 6h avant qu'on me fasse sortir, t'avais des détenus dans les étages du dessus qui m'appelaient. Ils disaient ouais, t'as répété, c'est comment? C'est comment? T'y vas là, tu vas te faire sortir, tu vas nous manquer, enfoiré, tu vois. Je fais ouais. Ben moi, j'étais bizarre, tu vois. Ah, c'est spécial comme situation. C'est chelou, là, je vais retrouver tout le monde. En plus, l'histoire qui m'y a emmené, t'as vu, je me disais, mec, il n'y a pas un désamour du public, tu vois. Je me rappelle au parloir, ouais, c'est comment dehors, qu'est-ce qu'ils pensent de moi, tu sais. Bah ouais, normal de se poser cette question. Et puis je sors et voilà, j'arrive. Je retrouve les frérots, Alain Delombre, Iqbal, tout ça. Et on arrive là-bas et je monte sur scène et je vois que tout le monde se lève. Ah, Tédès, raconte un peu, toi aussi, t'étais là. Parle un peu. Déjà, en plus, ça continue à répéter aussi dans la loge. Ouais. Avant de monter. Parce que t'es sorti le jour même, hein, pour ça. On t'a pas mis un jour avant, non. Ou quoi. Le jour même, ok. Bah, nous, on l'a revu directement là-bas. Quand on était. Direct. C'est ça. Ouais, frérot, bien. Il est sorti exprès, j'avais pris du poids, t'as vu. Je faisais 105 kilos. De ouf. Normal. Non, voilà, après. Sur scène, ça c'est. Sur scène, tout de suite. C'était. Laisse tomber, hein. C'était le feu. C'était le feu, tout le monde s'est levé. Et là, ça m'a rassuré, tu vois. Je me rappelle, on était rentré sur l'instru de Rap Game, tu te rappelles? Ouais, exact. Et t'es retourné en cellule quand? Non, j'y suis plus retourné. Ah, t'es resté dehors? Ouais, je suis resté dehors, finalement. Donc ça veut dire que toi, t'as sorti de tôle, c'est... Ouais, c'est ce jour-là. Et finalement, ils m'ont mis le bracelet. Ah ouais, ok. En fait, je suis rentré sur scène avec un bracelet. Parce que l'après-midi, ils m'ont mis le bracelet. Et après, j'ai été là-bas. Ok. Donc, est-ce que ce concert, il t'a pas aidé à sortir, d'avoir le bracelet? S'il n'y a pas ce concert, peut-être tu restes en cellule, en fait. Ouais, c'est de ouf. Ah, j'avoue, c'est vrai, en plus. Ah non, cet organisateur-là de concert... Et pour dire, je me suis arrangé pour que le boîtier du bracelet, le mette au studio. Donc, on a aménagé, on a ramené un lit, tout. Tellement j'avais la dalle, tellement je voulais poser tout de suite. Ah ouais. Tu te rappelles, Dédès? Ah ouais, après, t'étais... Ouais, y avait... Dans les orgas... Tu te rappelles la petite chambre, là, dans le studio? Ouais, tu faisais ta... Dédès, t'avais le bracelet là-bas. dans les orgas de ce concert-là, t'avais une partie de l'équipe French Cut, t'avais Fouad Nessim, qui cherchait une solution pour le concert de 50 parce que les places, elles se vendaient pas. Ok. Après, ça fait une réunion à Clichy, si je me rappelle bien, il y avait Charles Cadéac. Après, dans les noms qui ont été cités au SNI, j'étais là, puisque j'avais aussi cité son nom, parce que je travaille aussi avec eux. Et Bibi Nasseri, qui était aussi dans l'organisation. Et on avait parlé avec Fawzi Meniri, je crois, aussi. Ouais. À Hostile. On avait parlé de l'idée à Fawzi, parce que moi, à chaque fois que j'allais au Hostile, je disais, ouais, Rof, tu vois, et Fawzi me donnait des infos. Ah, ça en est où, Ousni? Ah ouais, on suivait à mort. Ok. Et donc, c'est cette équipe-là, l'idée de la libération d'Ousni, elle part de là, de cette réunion. C'est un truc de ouf. Avec Charles Cadéac. Ça veut dire, on a fait des interactions, on n'était même pas encore... elle part d'une réunion à Clichy où ça parle d'Ousni. Effectivement, les billets après sont partis. Ça veut dire que l'organisateur a sauvé Rof. Rof a sauvé 50 Cent. C'est du réel. Je te confirme. Tout ça en un soir. Je te le confirme. Les places, vraiment, elles sont parties à partir du moment où il a été cité. Il y a Laurent Bounot qui appelait même Bibi Nasseri, qui disait, et son équipe, Fouad Nessim et tout ça, il hallucinait. C'est un truc de ouf. Est-ce qu'il va vraiment sortir? Non, je me rappelle. On te surnomme Classic Man. Tes 5 meilleurs morceaux à toi. C'est-à-dire, je veux savoir, toi, Rof, ce que tu penses de Rof. C'est quoi tes 5 morceaux? Tu dis, c'est les plus gros classiques. Ouais, maintenant. Classique, hein, ou tout morceau confondu? Classique, on va dire. Les gars. Non, voilà, là, c'est... Normalement, c'est 5 morceaux par période. Tu vois, tellement il y a des classiques. Ouais, mais non, tu dois le faire toi-même, Rof. C'est toi face à toi. Après, on sait que ça peut changer le lendemain, mais là, aujourd'hui... Là, tout de suite. Ouais. Est-ce qu'on va remonter le temps? Génération sacrifiée. Ok. C'est dur. Hein. À bout portant. Si là. À bout portant. Tac. Testament. Ouais, j'avoue. Regretter. En mode. Ok, on a un beau top 5.
Ouais, mais c'est frustrant, t'as vu? Ouais, non, mais Il y en a trop. c'est-à-dire que si on te demande la même question demain, je sais Ouais, que ça va il y pareil, aura ouais. 5 autres morceaux. Mais déjà là, on a, je vois que tu as choisi Testament dedans. Tu peux me parler de ce morceau? Comment il a été fait? Comment tu rentres dans la cabine? Dans quel état d'esprit t'es? Parce que c'est quand même un morceau qui est long, lourd et tu craches quoi, tu rappes, hein? Bah, je l'ai écrit à Fred, placard. Mhm. Je me souviens, j'étais dans un mode waouh, comme jamais. Mhm. J'avais hâte de sortir et l'enregistrer. Ouais, j'ai réussi à poser des mots sur tout ce que je traversais, t'as vu? Ok. J'étais pris entre deux feux, entre ma carrière, les revers de la médaille, tu vois. Mhm. J'avais mal au cœur sur ce qui est arrivé avec mon petit frère. Et une histoire qui a été très très mal relatée, en fait. Et très très mal jugée aussi par la justice. Mhm. Et puis d'ailleurs, sorti de prison, j'avais mal au cœur de cette affaire. Même en prison, il faut savoir, en prison, je me suis fait une autothérapie par rapport à ça. Ah ouais. Je tournais en promenade, j'avais mal à la tête, j'avais mal au cœur. Quand c'est ton frère, c'est Bah pas ouais, pareil. c'est pas pareil. Tu vois? Il faut savoir que mon frère, à cette époque-là, il allait pas bien. Mhm. Il avait besoin de soins. Ouais. Tu vois? Mhm. Ça arrive, hein, des fois, dans des familles, Bien qu'on sûr. a un frère Bien ou sûr. quelqu'un de la famille qui a besoin d'être pris en soins. Tu Mhm. vois? Donc, je pouvais pas lui en vouloir. Il faut savoir Ouais. qu'au jugement, c'était limite, il était seul contre toute la famille. Mhm. Tu vois, et les cousins, les frères, tout le monde sortait un par un. Tu sais, ils se faisaient sortir par les condés, tellement les gens ils râlaient, tellement ils étaient pas Ouais. contents de ce qu'ils faisaient. Mhm. Tu vois. Et il allait pas bien, en fait. Ouais. Et c'est ce que ma mère a essayé d'expliquer à la juge. Et Mhm. la juge, elle a pas voulu. Tu sais pourquoi? Non. Parce que la juge, c'était la même qui m'avait donné 4 piges pour une histoire de fusillade Mhm. avec un enferme Ok. au Palacio, là, histoire Ouais, du Palacio. ouais. Et j'ai fait appel et sa peine a été réduite à 18 mois de sursis. Donc elle était énervée. Ça fait qu'elle me retrouve dans cette affaire. Elle s'est dit, je vais me le faire. Et à la lui. cour d'appel, j'ai dû dire des vérités. Donc elle me dit donc, c'était sa revanche, frère. Ouais. Elle a rien voulu comprendre. Ah ouais. Voilà l'affaire. Je suis retombé sur la juge. Non, ça c'est. J'avais cassé T'as sa pas de peine. chance. T'as pas de chance. Fallait que Elle tu m'a tombes dit sur elle. alors, vous êtes un menteur. Elle m'a dit, Oh là là. vous m'avez pas dit la vérité, vous êtes parti en cour d'appel, vous avez cassé ma peine. Uh-huh. Et là, vous voulez me raconter quoi encore là? Tu vois? Elle s'est dit, ouais, tu plonges. Et elle a pas voulu chercher à comprendre. Tu vois? Et mon frère, elle était dans son coin, il souriait même. Tellement, Ouais. tu vois, à cette époque-là, elle allait tellement pas bien. Mon frère disait, ouais, j'ai fait exprès. Tu vois? Donc C'est triste. aujourd'hui, mon frère, c'est. On vous a vu ensemble. Non, J'ai mais fait ça une y est. vidéo, c'est Là, bon, on parle c'est cool. d'un frère qui était pas bien à l'époque. Voilà. Tu vois ce que je veux Mais dire? là, il va bien aujourd'hui. Alhamdoulilah, mais ça fait longtemps. C'est Ça cool. date. C'était Bah, en c'est- 2007, ça. C'est bien, c'est bien. C'est ce qu'il Tu faut vois retenir. Donc, c'est pour ça que j'ai jamais cherché à intervenir par Mhm. pudeur au Ouais. départ. Mhm. Et quand je suis sorti, j'étais énervé. Ouais. Tu vois, peut-être de la maladresse, je sais pas, quand je dis police, pourquoi tu cours, Mhm. machin, tout ce que je dis là, Ouais. c'était de la colère en fait. Ouais. Tu vois. Et Mhm. même dans Que pour les vrais aussi, j'ai sorti une phase, Mhm. tu vois. Mais regarde bien, je me suis rétracté derrière, j'ai fait Tu pardonneras. Ok. Très bien. Et, Là, dans la Cuenta. et je trouve que le public t'en a pas voulu. Ouais, bah, je pense qu'il a compris que j'étais ça. blessé. Mhm. Tu vois, j'ai été blessé en fait. Ouais. J'étais un animal blessé à cette époque-là. Ok. J'ai dit, mon frère, pourquoi tu m'as fait ça? Je parlais tout seul dans ma cellule, je disais, pourquoi tu m'as fait ça, mon frère, mon frère? C'est quand j'ai un gros coup de couteau dans le cœur, là, t'as vu? Ouais. Et puis finalement, voilà, c'est passé. Tu vois, tu pardonnes, c'est ton frère, quoi qu'il arrive, t'as vu, Ouais. tout rentre dans l'ordre. Normal. Le Code de l'horreur, c'est un succès. C'est un truc de ouf. Il y a le morceau repris de justesse avec Above the Law, tout ça. Tu sais que moi, j'étais complètement d'accord avec ce genre d'instru. Derrière, tu fais La Cuenta. La Cuenta, tu me dis si je me trompe, c'est ton dernier album chez Hostile? La Cuenta, ouais. Voilà. Alors, c'est mitigé quand ça arrive, tout ça, machin, mais bon, il me semble que c'est certifié, hein, c'est quand même succès et tout. Et ensuite, tu passes en indé, tu as ton label, c'est Foulek directement, Ouais. voilà. Tu vas produire des gens, on parlait de TLF, c'est sur Foulek? Non. Non, c'est Ami et Buchy qui étaient sur Ouais. Foulek. Il y a eu autre chose? Il y a eu Cassius Belli. Cassius Belli, ok. Toi, est-ce que tu te mets Et il y sur a eu Foulek? aussi Street Lourd 2. Ah, c'était chez toi? Ouais. Ok, lourd. Le 2, ouais. Et toi, tu te mets sur Foulek? Non, je me produis pas encore. J'ai fait Ok. juste, comment ça s'appelle, Cauchemar du rap français. Ouais, la mixtape, là. Ouais. T'es dingue, ok. À quel moment tu te produis toi-même? À partir de PDRG. Ok. Moi, Avec Warner, on était en licence. moi, je trouve que on te demande trop. Quand je dis on te demande trop, je m'explique. Tu sors PDRG, tu fais des super chiffres en indé, en vrai. Ouais, on a fait platine, Tu vois ce que je veux PDRG, direct.
Et je trouve qu'il y a ce truc, je parle des internautes, hein, je parle pas des voilà. Il y a ce truc où à chaque fois on trouve que rap c'est pas assez. Tu vois ce que je veux dire? Tu ressens ça? Je l'ai ressenti et je le ressens encore aujourd'hui. Ouais. On parle pas de moi comme un autre. J'ai pas le même traitement en fait. Ouais. Et bon, j'ai mon public qui attend toujours. C'est dû à toujours. quoi pour toi? Parce que bon, là je vais vraiment parler en toute humilité. Bien sûr. Je vous rapporte ce que le public me dit depuis des années, dans les 4 coins de la France, partout, même à l'étranger. Ok. Voilà, les gens, ils attendent toujours de l'excellence de ma part. Ok. Parce que il se peut que j'ai monté la barre très haute ou trop haute, j'en sais rien. Et voilà, ils sont habitués à l'excellence et ils sont très nostalgiques et ils veulent toujours revivre ce qu'ils ont vécu avant. Sauf qu'ils ont pris de l'âge, c'est plus des novices. Et maintenant, il y a les réseaux. Ouais. Tout le monde peut émettre son avis, même les détracteurs. Ouais. Il y a des stratégies de défense pour, voilà, quand tu veux défendre le rappeur que tu préfères, tu vas aller éliminer l'autre, tu vas chercher à disqualifier l'autre, tu vois, le critiquer mais sans avoir même écouté, tu vois. Et des gens en colère ne peuvent pas apprécier ton travail. Non, c'est clair, c'est mort. T'as capté? C'est mort. Et voilà, ils voyaient aussi le respect comme porte dehors, dans la rue, partout. Ouais. Et puis t'as des complexés. T'as des rappeurs très complexés, il faut dire la vérité. T'as des mecs qui se disent, j'aimerais bien avoir son packaging à lui, avoir le respect de la rue, avoir sa carrière, ses classiques, tu vois, sa position dans le rap et tout, et ils l'ont pas, et ils se disent, vas-y, il est fini, il est fini, tous les 4 matins, il est fini, pour détourner le regard sur toi. Quand tu vas arriver, ils prennent ça comme une menace. Quand tu sors un album, ils prennent ça comme une menace. Ils vont saigner ton album, ils vont écouter ce que t'as fait. Ils entendent bien que t'es très technique, que tu rappes bien. Tu vois ce que je veux dire? Que tu écris bien, que tu as des vrais punchs, que tu as un vrai univers et que tu es en phase avec ce que tu racontes. Ils entendent tout ça. Mais ils vont dire à leurs fans, ils vont dire à tout le monde, c'est pas bon, il est fini, il est cuit. Pourquoi? C'est juste pour eux, en fait. C'est juste pour se garantir une place dominante dans le rap. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et il se trouve que l'internaute, des fois, c'est un mouton. Tu vois, s'il n'arrive pas à s'identifier à un artiste comme moi qui est issu des quartiers, qui vient de la banlieue, qui vient de tout ça, il va te détester. Je vois. Il va te détester comme le mec qui était en primaire, qui se faisait haggar. Et qui devient flic et qui, quand il t'attrape, il te fait la misère. T'as vu ou pas? Je vois très bien. C'est pareil, c'est ce qui se passe sur Internet. Parce que quand tu regardes qui m'attaque sur Internet, tu regardes les photos de profil, tu rigoles. T'as capté? Il y a énormément de complexes dans ce game. Alors qu'à l'époque, on écoutait un album par passion, quoi, tu vois, par amour de la musique. Est-ce qu'on n'est pas dans un truc où le public du rap veut exister autant que les rappeurs? Exactement. Bah, d'ailleurs, il s'improvise expert du rap, DA, il fait même des vidéos réactions. Il aurait dû faire ci, il aurait dû faire ça. Ouais, j'aime pas le refrain. Ah, j'aime pas ci. Ah, vas-y, pourquoi il a dit ça? Ah, mais vas-y. Gars, t'écoutes du rap depuis 15 ans. J'écoute du rap depuis 1988. C'est quoi ton CV? C'est quoi ta légitimité de venir parler avec moi? Tu vois? Nous, on pratique. On le pratique, le rap. On sait ce que c'est, des flows, des techniques, des placements, des métaphores, tout ça. On les pratique depuis... ça fait 30 ans. Tu viens d'arriver, poteau. Tu vois, t'arrives à l'époque des Migos, non. Tu vois, t'arrives là, frère. D'où t'as pas le background pour juger Rof, tu vois. T'as pas traversé les sound systems, les Tebois, les outils by nature, le néo. Tu connais pas tout ça, frère. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, comment toi, tu viens t'asseoir? T'as le droit de juger, t'as le droit de dire j'aime pas. Y a pas de problème. C'est comme si t'allais dire à Zidane ou à R9 ou à Ronaldinho, le dribble là, il est ancien, poteau, la virgule, c'est fini, la virgule, maintenant c'est ça. Qu'est-ce que tu me racontes? Tant qu'elle te casse les reins, frère, ça passe. Tu veux dire ou pas? Et c'est ça qui me fait rire. C'est quand je vois des amateurs qui viennent d'arriver vouloir me parler avec moi alors que je suis peut-être plus à même de faire des vidéos réactions, moi. J'ai plein de choses à leur enseigner à ces petits-là, tu vois pas? C'est clair. Et moi, il y a un truc où, bon, le rap évolue tout le temps, il change de forme et tout, et je trouve que ça kick moins. Bon, les gens sont beaucoup dans les mélodies, c'est pas un reproche. C'est moins sophistiqué, c'est moins technique. Il y a des trucs dans ce délire-là que j'écoute et tout. Mais, tu vois, par exemple, sur ton dernier album, Grand Monsieur, moi, le premier truc qui m'a choqué quand j'écoutais, j'ai dit, il kick de ouf, il rappe. Est-ce qu'ils sont prêts pour ça? C'est quoi, moi, on m'a dit... juste se poser la question. Non, ils sont pas prêts. Tu vois, il y a une partie, il y a un gros public qui veulent du rap. Bien sûr. On me l'a dit, on dit, le rap, ça revient. Je dis, comment ça revient? Moi, c'est jamais parti dans ma tête. Ouais. Tu vois? Ouais, alors tu vas avoir des
des petits branleurs, ils sont là, ils disent ouais, t'as vu Rof, il remplit les mesures, il rappe, il kick trop, maintenant c'est simple, maintenant c'est une phrase, il y a un espace, il y a une autre phrase, tu vois, il remplit trop. Quand je vois des petits mecs comme ça, ils sont 4-5 dans les vidéos, je suis mort de rire. Ouais. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Le rap, c'est le rap, gars. C'est tout, même Drake, des fois, dans ses albums là récents, il kick il kick à la Queensbridge, tu savais, il kick droit, tu vois, je veux dire. Et personne ne dit rien. Il y a qu'en France que c'est comme ça. Regarde là dans le projet de Jul, classique organisé. Même pas le classique organisé, le premier, bande organisée. Bande organisée, ouais. Dedans, je suis l'étoile, c'est ça? L'étoile. Étoile sur maillot. Ouais, l'étoile sur le maillot, excuse-moi. Tu les vois, ils kickent tous. Ouais. Tu vois, ils ont un flow à l'ancienne. Mais c'est même pas à l'ancienne, c'est du rap, tout simplement. Personne n'a rien dit. Mais quand c'est Rof, ouais, il te donne des dates. Ah, c'est du 2012, c'est du 2008, c'est du 2005, c'est du 2004. Mais je dis, c'est quoi ça? On n'avait jamais entendu ça avant. T'as capté? C'est-à-dire que même pour te faire plaisir, tu peux même pas faire la reprise d'avant, avec le flow d'avant, parce que tu veux faire un concept, tu vois. Tu peux même pas. Il date tout ce que tu fais maintenant. Ah, c'est un truc de ouf. Mais le rap n'a pas d'âge, frère. C'est clair. Et puis, c'est parce qu'ils savent pas rapper. Ils savent pas kicker. Mais ça, ils le font plus avec toi, ça. Mais ils le font qu'avec moi, ça. Parce que tu as ramené tellement de trucs novateurs que ça fait que quand tu vas utiliser un de tes katas au judo, mais ils vont pas le dire, par exemple, à... Comment il s'appelle, le pote à Nekfeu, là? Alpha One. Alpha One, voilà. Alpha One, il va le faire du boom bap toute l'année, personne va lui parler d'année. Tu vois ce que je veux dire? Et pourtant, Alpha One a dû grandir sur du rough aussi. Exactement. Tu vois? Non, moi, il y a un problème avec moi. Je les dérange. C'est la nouveauté. Tu les as trop bien servis, c'est ça? Ah, je les dérange, frérot. C'est parce que voilà, on fait la diff aussi, frérot. Faut dire la vérité. À un moment donné, si tu vois un ancien du foot revenir et qui te marque 3 buts en lucarne, va pas critiquer sa façon d'avoir passé la défense. Il a marqué, c'est tout. Hein. Tu vois. Maintenant, est-ce que c'est pas une guerre de territoire aussi? Tu vois pas? Ouais. Voilà, vas-y, c'est aussi. Bon, l'ancien. Laisse-nous. C'est à nous maintenant. Okay. Il y a ça aussi. Il y a ça aussi, ça existe clairement. Le cinéma, moi, je t'ai vu dans Validé et je me suis dit, pourquoi elle a pas fait ça avant? Ça t'a jamais intéressé plus que ça? Si, ça m'a toujours intéressé. Ok. Comme à toi, je pense. Bien sûr. Comme à tout le monde autour de la table, là. Et t'as pas essayé de... Bah, écoute, il faut pour rentrer dedans, on m'a dit c'est un milieu très fermé. Ouais, je confirme. Hein? Il faut aller toquer aux portes, c'est tout un travail, hein, le ciné. Ouais. Okay, on m'a proposé des choses, j'ai déjà eu des signaux sous les yeux. Après, voilà, ça m'allait pas, ça me convenait pas. Mais j'étais ouvert. Je suis ouvert, bien sûr, je suis ouvert. Ok, ça c'est cool. Tout le monde m'encourage à faire ça, d'ailleurs. Franchement, tu devrais. Et on s'approche de la fin tout doucement. Mais moi, il y a un truc, c'est juste pour moi, c'est personnel. Dans le clip de Starfuckers, où vous avez trouvé ce sosie de Stomy Bugsy. Je sais pas, frère. Ah, franchement, on aurait dit son frère. Je sais pas, frère. C'est le réel, ça. Ah, franchement, il a fait un bon boulot. Non, franchement, il ressemble grave. Parce que même à la base, on devait en ramener plus des sosies. Très bien. Ici, on ne laisse jamais nos invités partir sans un cadeau. Donc, on a un cadeau pour toi. Je vais juste te demander de l'ouvrir et de dire au micro ce que c'est. Donc voilà, il ouvre, vous l'entendez. C'est un disque. Ouais, voilà, on peut pas mentir. Oh. Bah, c'est mon premier vinyle, mon premier maxi. Voilà. C'est Appelle-moi Rof. Voilà, c'était sorti chez Espionnage. Voilà, produit par Mehdi. Produit par DJ Mehdi, son âme. Tu l'avais chez toi ou on est bon? Ouais, je l'avais, ouais. Enfin, chez moi, je l'ai plus, non. Tu l'as plus. Okay, là, voilà. C'est bon, là. Ok, voilà. Donc, je suis refait. Voilà. Ah, merci. De rien. Merci à toi pour ce parcours. Continue. Grand monsieur. Voilà, t'as écouté Grand monsieur? Mais bien sûr, je l'ai écouté d'une traite. Classique man. J'étais dans le train, je revenais de Suisse. On a ramené les katas, on a sorti les katas. Ça, c'est ce que j'allais dire. Lourd dans le vent, frère. J'allais dire, continue de kicker, continue de rapper. On a la peine de respirer, gros. Mais quand on fait ça, ils sont largués, gros. Ils sont pas contents. Non, mais c'est important. Parce que je te jure que s'il n'y a pas des gens qui kickent, ça va disparaître pour de vrai. Mais ouais. Et un jour, ils veulent éteindre le rap. En fait, ils veulent éteindre le rap. Ouais. Bah ouais. Donc, ils ont plus rien à dire. Ils veulent, tu vois. Voilà. Non, gars, le rap, c'est pas que parler d'un seul sujet, drogue, et c'est tout. Il n'y a pas que ça. Il y a plein de choses à dire. C'est ce que je reproche un peu à ce qui se fait aujourd'hui. C'est qu'il n'y a plus assez de fond, tu vois. Plus de contenu, les gens parlent plus d'eux, de ce qu'ils sont réellement dans la vie, tu vois.
Nous, à l'époque, on arrivait à parler et de street, et de génération sacrifiée pour tout le monde, et, tu vois, et de la société, et, tu vois. On arrive à faire des... Aujourd'hui, c'est que du divertissement, c'est tout. Et ce qui m'étonne, c'est que des fois, on me dit, tu fais du rap sensé, du rap conscient, t'as plein de choses à dire. On dirait, limite, je suis décalé. Il faut faire que du rap, entre guillemets, alors qu'avant, on ne disait pas que tu faisais du rap conscient. Ça n'existait pas, tu faisais du rap, tout simplement. Tu faisais du rap, c'est tout. Mais aujourd'hui, quand t'es censé, tu passes pour un extraterrestre. C'est pas normal. C'est vrai. C'est limite, genre, le rap, il doit être teubé aujourd'hui. Juste divertir, c'est tout. En tout cas, ceux qui font pas ça, restez là, on a besoin de vous. C'est tout ce que je voulais dire. Et grand merci à toi, Rof. Continuera à d'éveiller les consciences, t'inquiète, Drive. Il n'y a pas de souci, on est ensemble. Merci, moi. Merci à toi, à une prochaine. Featuring est un podcast original Angle, présenté par Driver, produit et réalisé par François Cusset, ingénieur du son Thomas Gabriel, générique original Ovich Beats. Abonnez-vous au podcast Featuring sur votre plateforme d'écoute favorite pour ne manquer aucun épisode.